D'accord, oui, d'accord. Du coup, maintenant, on va passer à la dernière communication de la matinée avec Alain Chang qui vient de l'université de Montpellier et qui est professeur en, dites si je me trompe, mais en culture de l'information et de la documentation. Oui. Et vous travaillez sur la culture visuelle et sur la culture numérique, notamment. Voilà, oui, je vais donner encore quelques petites précisions. Je vous laisse faire. Simplement pour signaler, bonjour. Pour signaler d'abord mon rapport à la BD, c'est d'abord de lecteur. Je suis depuis tout petit lecteur de BD, j'ai continué et donc c'est une longue carrière de plaisir de lecture à la BD que je l'ai transféré en partie sur mon travail puisque j'ai fait une thèse en histoire sur la BD qui est très lointaine, 82. J'ai fait une HDR en sciences de l'information et de la communication sur la bande dessinée qui est un petit peu plus récente. Mais au niveau de mon travail, je suis responsable d'un groupe de recherche à Montpellier en Infocom. Je travaille pas mal sur la culture de l'information. Donc la BD est un peu mon annexe, mon plaisir, quand j'ai le temps véritablement d'y travailler. Ceci m'amène à... alors, dans le titre que j'ai choisi, Nouveau, on va voir, hein, peut-être que vous allez juger très traditionnel, il y a des problèmes d'âge, bien entendu, qui vont se retrouver. Et j'ai choisi les images de la femme, je vais commenter après le terme, dans la bande dessinée des années 50-60, donc pour une bonne partie de l'auditoire, quelque chose qui date vraiment du lointain et que vous n'avez pas pu connaître. Simplement, je vais insister sur cette idée, c'est une vision, je pense, qui est plus complexe et plus diversifiée que ce qu'on pense. On a souvent l'impression que il y a un bloc, la BD d'autrefois, présenter une image de la femme très cohérente. Je vais essayer de montrer que c'est un petit peu plus varié. Quelques précisions préalables. Je suis donc à l'origine historien. En Infocom, on insiste beaucoup sur le contexte. Donc je cherche à montrer ce qui a existé et pas à dénoncer le passé. Donc je ne sais pas, dans les années 50, ils avaient présenté une image en étant complètement idiot. Non, c'était une image qui correspondait à leur époque. On était dans une BD enfantine, il y avait une censure, le code Europresse Junior signalait qu'il fallait éviter les scènes troubles entre les hommes et les femmes, qui étaient troubles, ça voulait dire où il y a un baiser, bon donc c'est des fois difficile, on accuse les BD autrefois, il n'y a pas de femmes, mais c'était aussi parce que c'était assez bloqué, hein, je parle des années 60. Ensuite donc j'ai dit pas d'image monolithique. Et puis, bien sûr, par contre, un très bref résumé, il me faudrait à peu près 30 heures pour arriver à dire tout ce que l'on pourrait, du moins tout ce que j'ai en tête, sur la bande dessinée. Ça m'oblige aussi à un compactage, hein, c'est-à-dire que je fais les années 50-80, mais c'est évident qu'il y a des tas de nuances, justement, la BD 50, 60, 70, c'est pas la même chose, ou même un auteur comme Hergé, quand il commence, qu'il a 22 ans, obligatoirement, c'est pas les mêmes idées sur les femmes que lorsqu'il a 60 ou 65 ans. Hein. Donc il y a des permanences, mais aussi des évolutions. Et je vais essayer donc plutôt de présenter, je ne présente pas une théorie, mais je présente du matériau, des points d'interrogation, hein, et essayer de faire se poser des questions. Enfin, dernier point, je précise sur le ton, parfois je m'amuse un petit peu pour faire réagir, à jouer sur une petite réflexion quelque peu provocatrice, donc je préfère prévenir. J'ai des fois des gens dans le jury, dans l'assistance qui me disent « c'est indigne ce que vous dites, oh là là, attention, j'endosse pas obligatoirement tout ce que je vous présente ». Alors d'abord, je me suis rendu compte en chemin que j'avais proposé la femme. En fin de compte, j'aurais dû dire personnage féminin. Parce que dès qu'on dit image de la femme, on a une image assez liée à la sexualité, ça a été évoqué, un corps, etc. Personnage féminin, c'est beaucoup plus vaste, et il faut penser que c'était une BD enfantine, donc où c'est vrai que les femmes attrayantes étaient difficiles, en quelque sorte, à caser dans les années 50. Et donc j'ai pris cette vignette de Tintin, dans lequel il y a quand même 4 figures féminines. Il y a la mère, il y a la grand-mère, il y a 2 filles. C'était peut-être pas l'image qu'on aurait mis en avant sur l'image de la femme dans la bande dessinée des années 50 ou 60. Mais elles y sont. Au passage, parce qu'on y reviendra, Hergé s'est marié 2 fois et n'a jamais eu d'enfant.
quand on voit l'image qu'il a de la famille, quand il représente ça, on peut deviner pourquoi. Bon, je suis mauvaise langue. Alors, premier point, la femme, les âges, je vais y revenir. Ensuite, notez la différence entre la présence et la présence importante, le vedétariat. Ça a d'ailleurs été signalé dans les exposés précédents. Je donne un exemple. Pour Jacobs, on a en particulier les premières BD de Jacobs, il y a beaucoup d'ouvrages qui disent « il n'y a pas de femmes dans les BD de Jacobs ». Vous prenez le tome 1 du mystère de la Grande Pyramide, ben vous avez, j'ai comptabilisé, il y a 30 figures féminines séduisantes. Donc, en nombre, elles y sont. Par contre, vous le voyez peut-être, ça se repère un petit peu, c'est très agrandi parce que la surface la plus grande qu'une femme occupe, c'est un demi-timbre-poste, à peu près. Et ça peut aller au quart ou au huitième de timbre-poste. Donc, il y en a beaucoup, mais elles sont éléments de décor tout à fait à l'arrière. Par contre, elles sont en quelques traits très simples, croquées, mignonnes. Hein. Et par exemple, on a des fois dit Black et Mortimer, il n'y a pas de femmes, donc c'est une BD, l'auteur va vers une voie homosexuelle. Non, il y a des femmes, mais il ne les présente pas. Il n'y a pas de femmes en avant, hein, si vous voulez, dans l'histoire. Ah, il y a quelque chose qui a sauté, donc on ne verra que celle-là. J'avais 3 images. Par contre, c'est le problème de l'interprétation. On peut aussi voir dans SOS Météore, il y a 3 images de femmes, un petit peu plus présentes. Vous en voyez une, l'autre c'est une concierge, et la troisième c'est une femme, une cuisinière. Et donc vous avez là des femmes, mais dans l'image traditionnelle, cantonnée à des activités jugées féminines. Même chose dans Tintin, que je voulais signaler, on signale souvent cette espèce de misogynie de Tintin. Mais il y a quelques femmes, alors à droite, c'est connu, hein, c'est l'actrice qui joue un rôle dans le film de Rastapopoulos dans Les Cigares, mais à la fin d'Amérique, vous aviez déjà une actrice qui est dans les textes pour être Mary Pickford, qui était représentée. Donc des femmes sexy existent. Et on le voit ici, les attitudes, c'est une femme qui attire les regards, les convoitises masculines. Et on sait que dans le cinéma hollywoodien de l'époque, les scènes de fouet étaient les transcriptions autorisées par le cinéma des scènes de viol. On n'avait pas le droit d'aller jusqu'au viol, mais on pouvait présenter des scènes de flagellation. Et j'ai juste pris un autre exemple pour voir qu'il y a des femmes chez Hergé, mais c'est vrai qu'elles sont rarement mises en valeur. Voilà par exemple les figures les plus fréquentes, sauf à la fin, je reviendrai là-dessus, mais où vous avez des concierges omniprésentes tout au long du récit. Maintenant, problème justement, c'est si on regarde sans quantifier, on peut choisir les sexy, les pas sexy. J'ai pris cette image parce qu'elle m'intéressait, parce qu'elle représente de la masse, véritablement. Vous avez donc dans l'affaire Tournesol cette scène où il y a énormément de monde, dans lequel il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, un tout petit peu plus d'hommes, mais pas beaucoup plus. Par contre, je trouve que ça indique assez bien les pensées d'Hergé et de l'époque, surtout de l'époque d'ailleurs, c'est que on retrouve là-dedans toujours des couples. C'est un petit garçon et une petite fille, un petit garçon et une petite fille un peu plus grand, un adolescent, une adolescente, un couple de jeunes mariés, un couple de mariés qui ont des petits-enfants, des couples un peu plus vieux, des couples assez vieux, et c'est toujours en couple. Je n'ai trouvé qu'une image où il y a une jeune fille qui marche toute seule, et visiblement elle ne se raccroche à personne. Donc on est dans une époque, alors c'est l'époque, c'est aussi que la BD s'adresse pour les enfants, où la femme semble toujours impliquée dans un cadre familial. Il y a véritablement cette notion qui apparaît. Du coup, ça amène à décliner un petit peu la famille. Alors je me suis amusé en posant la question, la sœur, c'est-elle une femme ?
Alors pourquoi est-ce que j'avance cette idée-là? C'est un gag qu'a fait Goscinny. Goscinny avait dessiné dans les années 60 un ouvrage illustré par Cabu qui s'appelle La potachologie, la science du potache, où il explique la vie d'un adolescent en collège ou lycée à cette époque. Et dedans, il y avait cette réflexion: une sœur n'est pas une fille, les filles, ce sont les sœurs des copains. Donc, je n'ai pas une fille dans mes relations avec ma sœur, mais je vais découvrir que les sœurs des copains peuvent m'intéresser et prendre un aspect particulier. Et dans la BD de l'époque, il y a pas mal d'images de couples, en quelque sorte, de frères et sœurs. J'ai donc Sylvain et Sylvette, Bob et Bobette qui sont là. Mais je tiens simplement à faire remarquer le problème des noms. Vous avez dans les titres le frère et la sœur qui se présentent à égalité, mais ça donne quand même Jo et Zette, Bob et Bobette, Nano et Nanette, Sylvain et Sylvette. Vous avez toujours la fille qui est la déclinaison féminine du prénom du garçon, qui vient en premier. Et il y a quand même cet équilibre. Tout de même, elle est peu connue en France, la série Bob et Bobette de Van der Steen, qui était en Belgique un phénomène, une production énorme en bande dessinée, où Bobette est sans doute plus active, plus volontaire et plus efficace que son frère. En même temps, c'est vrai qu'elle a un nez un peu en forme de patate, un visage un peu déformé, elle représente pas du tout une attraction. Alors là, pas de lien entre le texte et l'image. À côté de la sœur, il y a bien sûr la petite camarade, donc on peut prendre cet exemple-là, c'est dans les 4A. Vous avez un groupe de garçons et une petite fille qui, bien entendu, dans le groupe, ils vivent tous des aventures assez invraisemblables, mais elle participe à tout. Mais généralement, c'est toujours elle qui se charge de la cantine, de la trousse de soins, et donc elle a quand même une fonction féminine très marquée. C'est assez intéressant de voir que dans des BD où il n'y a que des garçons, vous avez par exemple la Patrouille des Castors qui répond exactement au même système, où vous avez un garçon qui a justement un physique beaucoup plus fin que les autres, des gestes, un refus de la violence ou de l'action, donc un personnage enfantin qui est assez efféminé, en quelque sorte, pour l'époque, et qui lui aussi s'occupe de soigner, s'occupe de gérer les aspects maternels ou féminins pour l'époque. J'ai signalé, malheureusement, je n'ai pas l'image, un petit dialogue dans Corentin et les peaux rouges, c'était dans le journal Tintin, parce qu'on voit certaines hésitations. Le jeune Corentin se retrouve, on est dans un western à ce niveau-là, il se retrouve au milieu d'une famille, même d'une tribu indienne. On lui propose de devenir l'amie de la petite Wakita, et au début, il dit, elle veut l'appeler Cheveux de Lune, et il répond, c'est ridicule, c'est un nom de petite fille. Et je méprise les filles. Le père indien lui dit, tu prétends être plus fort et plus courageux qu'une petite fille, va te mesurer avec elle. Il rivalise, elle le bat lors d'une course, puis elle lui saute dessus, elle le terrasse physiquement. Et il reconnaît, j'en conviens, j'étais à ta merci. Avec un professeur tel que toi, je ne tarderai pas à devenir aussi fort qu'un Indien. Si je m'arrête là, on est dans une position assez équilibrée, qui me reconnaît une possible supériorité féminine. Mais grâce à elle, il deviendra un Indien, et alors je serai ton maître. Petite réflexion terminale qui inverse quelque peu le phénomène. Et ensuite, il progresse. Donc à la fin, il la sauve des loups qui allaient la dévorer et elle lui tombe dans les bras en lui expliquant « Tu as été magnifique ». Il a retrouvé le rôle de la BD classique. Plus rare, mais il existe des filles qui dominent les garçons. À gauche, de façon très nette, Corinne, une série qui s'appelait Corinne et Jeannot,
où Corinne est la petite peste qui tourne en bourrique Jeannot, qui est un abruti, et qui se fait avoir à tous les coups, et avec une certaine cruauté, Corinne le ridiculise, l'abîme, le massacre systématiquement, et toute la série est comme ça, sans aucune inversion. Et puis, alors là c'est plus équilibré, mais 2 séries Papyrus, où vous avez la jeune princesse égyptienne, Brunel et Colin, où c'est aussi une jeune princesse, qui au début, parce qu'elles sont princesses, s'imposent et marquent leur autorité sur le garçon, qui petit à petit va justement reprendre le rôle classique de cette époque. Vous avez, oui, on le voit ici, ça a un petit peu bougé encore, vous avez dans la famille, à côté de la fille, vous avez la tante. La tante, souvent, même je dirais presque toujours vieille fille, qui donc est plutôt asexuée. Je signale que le modèle, alors là vous avez, c'est dans Bob et Bobette, mais vous avez dans le journal Tintin, il y avait une série qui s'appelait Modeste et Pompon, qui répondait au modèle américain des Donald ou Mickey, dans lequel vous avez toujours une tante, Mickey et Minnie, ils ne sont pas mariés, pour les enfants c'est une tante et un oncle, quels sont leurs liens, c'est assez mystérieux. Et dans Modeste et Pompon, c'est la même chose, les gamins parlent à Modeste et Pompon qui ont des maisons séparées, qui ne vivent pas ensemble, et c'est leur tante et leur oncle, mais on n'a aucun lien familial, c'est assez mystérieux. Pensez à la vieille dame indigne, je me suis amusé à reprendre le titre d'un film, parfois grand-mère, Prudence Petit Pas de Maréchal, c'était dans le journal Tintin, qui était une délicieuse vieille dame qui jouait les détectives, mais aussi Madalton, Ma Hathaway de Berger-Covin dans la série Les Gorilles, où vous avez Madame Adolphine dans Benoît Bricefer, où vous avez la vieille dame indigne qui peut devenir chef de gang et jouer à la mitraillette de façon assez aisée. Et puis bien sûr la femme au foyer, la mère. On est, je répète, dans les années 50-60 dans une BD féminine. Donc un personnage plutôt asexué qui réalise surtout des tâches ménagères. Nano et Nanette, la mère est tout le temps en tablier. Dans Joëzette, Madame Legrand sert les boissons chaudes et attend ses enfants qui courent le monde. Là c'est Michel Vaillant, vous le voyez, on pourrait dire, elle est positionnée, c'est elle qui est debout et la plus haute dans l'image. Mais en fait quand même, elle est plutôt subordonnée à son mari et son fils. Ils parlent des choses sérieuses, elle est là pour les servir. Et je signale dans une autre série moins connue qui s'appelle Labourdée, qui était plutôt dans des journaux féminins. Vous avez Madame Labourdée qui épluche des patates et dit, la BD indique, elle voit des images folles lui traverser l'esprit, elle est allongée sur une chaise longue, ne faisant rien, et un serveur lui apporte le thé. C'est son rêve inaccessible, véritablement, pour les BD de l'époque. Alors, j'insiste un petit peu sur cette image de la mère. Même Michel Vaillant, quand on débute, a une vingtaine d'années. Il est un champion automobile. C'est normal, c'est une époque où bon, c'est très vieux, mais il y avait un coureur qui s'appelait Ricardo Rodriguez, qui a été second aux 24 heures du Mans à l'âge de 19 ans. Donc c'est assez normal d'avoir des gens très jeunes qui font le sport. Donc il est une vedette mondiale. Quand il revient de voyage, c'est bien sûr sa mère, il l'embrasse, il la tient dans ses bras. Il y a un lien qui est extrêmement fort. Mais du coup, quand il est à la maison, il va se retrouver en position, malgré son vedettariat et une vingtaine d'années, il va se retrouver en position un peu infériorisée. Elle le ramène à une position d'enfant, et donc, tout d'un coup, elle lui dit, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais comment tu tiens ton volant? Donc il fait comme ça, et il en profite pour lui mettre la pelote de laine, et le père lui dit, ça me fait pleurer, il est ravalé à l'état de petite fille. Donc toute sa famille se moque de lui. Du coup, si on décode, et on va un petit peu plus loin, c'est toujours dans les Michel Vaillant de cette époque, à peu près 1960, vous avez ça. Alors en haut, vous remarquez qu'il a une tignasse, c'est avant les Beatles comme série, donc à l'époque c'est des cheveux longs.
Et donc, affolement, elle arrive avec les ciseaux menaçants, et il y a quand même une petite suggestion de castration symbolique qui apparaît à ce niveau. Et puis, quand je prends Astérix, alors les BD sont un peu plus récentes, mais c'est la même chose. Astérix et Obélix crient un maman qui sort du cœur, il fonce vers elle, bien sûr. Mais en même temps, en conséquence, j'exagère, c'est moi qui interprète. Il y a Astérix qui vous dit « Je ne suis pas prêt pour le mariage ». Ça ne me convient pas tout à fait. Dans Lucky Luke, on trouvera la même chose. Vous avez les Dalton qui ont capturé l'institutrice pour en faire une otage. En fin de compte, elle les remet au pas, elle les oblige à laver le linge, faire le ménage, etc. Elle les contrôle complètement. Et je finis dans Lucky Luke. Vous avez de nouveau des ciseaux qui sont... donc elles sont en voyage pour aller se marier. Elles sont attaquées par des bandits qui peuvent devenir quelque peu inquiétants. Alors, pour la beauté du geste, j'ai rajouté une image, je pense que c'est là, qui est d'une... C'est exactement à la même époque, mais là c'était quand même une bande dessinée pour adultes. Vous avez à la même époque Cabu dans Catherine qui vous présente aussi cette image un petit peu plus explicite. Soyons honnêtes, je triche un petit peu, elle veut lui faire une vasectomie. Je précise. Et du coup, le cow-boy solitaire qui est Lucky Luke, c'est un cow-boy volontairement sans femme. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire le texte, mais Lucky Luke déclare « Une femme s'inquiète de son avenir jusqu'au jour où elle se marie. Le mari s'inquiète de son avenir à partir du jour de son mariage. Le mariage est une merveilleuse institution qui permet à deux êtres de supporter ensemble les difficultés qu'ils n'auraient jamais connues s'ils ne s'étaient pas mariés. » Bon, donc une tendance un petit peu misogyne qui est assez fréquente dans les auteurs de cette époque. Et ça peut aller dans des BD de façon presque plus explicite. Là, on évolue, les mœurs sont un petit peu changées. Dans les années 50, on n'aurait pas pu montrer ça. La série Tiff et Tondu de Will dans le journal Tintin, où vous avez le personnage de Tiff. C'est celui qui est chauve, hein, c'est le jeu de mots de la série, c'est comme ça. Donc Tiff se retrouve dans une tribu en Amazonie où les femmes l'attendaient pour perpétuer l'espèce, et donc il doit faire un enfant à toutes les femmes de la tribu. D'où la queue qui se trouve devant la porte, l'épuisement absolu de Tiff, et qui s'enfuit affolé, je ne peux pas supporter une telle torture. Donc il y a vraiment des images assez amusantes. Dernier point, les femmes fortes. Alors, elles existent aussi, bon, bien sûr, peut-être pas très très sexy, mais vous avez de nouveau dans Lucky Luke, elle soulève le chariot, Calamity Jane qui se comporte comme un homme, et dans la série Lynn, qui était une série dans un journal de petites filles, vous avez cette femme qui est une gouvernante, qui vous soulève pour sauver d'un marécage, qui soulève un quasi-adulte, hein, c'est un garçon qui a 18 ans, donc un poids probablement dans les 70 kilos, et elle va le projeter à 3 mètres de là, simplement sur la force de ses bras, hein, donc une force colossale. Ce qui est intéressant, je répète, cette BD, c'est dans un journal pour petites filles. Elle se sert aussi de sa force pour remettre au pas le garçon quand il se comporte mal, c'est-à-dire il a insulté Lynn, qui apparaît à ce niveau-là, et donc elle l'attrape, elle le couche sur ses genoux, elle lui flanque une fessée devant la fille qui pouffe de rire. Donc on a quand même là aussi des images peut-être pas aussi traditionnelles, peut-être parce que c'est dans une BD pour filles. Même chose dans Lisette. En 1948, Pélos a sorti une BD qui s'appelle Durga Rani, Reine des jungles, mélange de Mowgli et de Tarzan, dans lequel il y a une femme athlétique. Alors c'est normal, Pélos se sert de sa femme qui était championne de pentathlon moderne à l'époque, et donc elle était physiquement athlétique et il s'en sert pour la représenter. Dans toute la BD, elle a une activité tout à fait masculine, elle se bat contre un singe, mais elle se bat contre les hommes, là aussi elle les assomme, elle les massacre systématiquement. Et surtout, je n'ai pas l'image, mais à la fin, on est en Inde,
il y a le Raja qui est tombé amoureux d'Urgarani et lui dit, alors il y a un autre couple qui se marie, et il lui propose de se marier avec lui et de régner sur leur royaume. Et elle le regarde et elle dit, ah non, je ne suis pas faite pour ça, je dois régner seule sur le monde des jungles, au revoir. Et elle s'en va dans le lointain et elle laisse le prince en larmes, la regardant s'éloigner. Donc, 48, il y a quand même des écarts par rapport aux stéréotypes parfois. Je reviens sur les femmes fortes. Jérémie de Gillon, qui était publié dans le journal PIF, où vous avez une mégère qui va s'imposer au couple, c'est un garçon et une fille, mais ne pas hésiter à fouetter le garçon. Les évolutions. Dans les années, à partir des années 60, on voit apparaître, je vais aller rapidement, une évolution des personnages. Alors ça commence discrètement dans la série Spirou. Vous avez le personnage de Sécotine. Bon, on peut chipoter un peu sur le titre, hein, sur le nom. Dans Tintin, il y aura, là c'est une héroïne qui est d'ailleurs assez dynamique, mais qui s'appelle Babiole. On peut aussi discuter sur le choix. Donc, Sécotine et se montre finalement très efficace, égal dans le métier à Fantasio, réellement, même si au début il a tendance à la snober, il doit reconnaître son efficacité, mais justement, elle est efficace, mais elle a cette duplicité féminine en se servant de sa façon d'agir, c'est-à-dire que là, elle est en train de faire semblant de se poudrer, et en fin de compte, elle prend des photos qui étaient interdites, et donc elle aura les photos que Fantasio n'aura pas. Donc elle est en train de les tromper grâce au matériel, je dirais, féminin qu'elle porte. Je manque de temps pour développer cet axe-là, mais pensez ce que j'appelle les femmes et des moteurs. Vous avez les aviatrices, des femmes, alors justement parce que ce n'est pas la forme physique, la force physique brute, mais il y a un appareil qui permet, donc il s'agit de maîtriser un appareil. Les femmes donc peuvent le faire. Et vous avez, alors d'abord de façon négative, dans Bug Danny, il y a le personnage de Lady X qui pilote aussi bien que Bug Danny, donc qui est une très grande championne, mais qui est un monstre, véritablement, et qui finira par la tuer dans un accident, disons, il y a une bagarre entre avions. Mais les femmes pilotes deviennent ensuite plus sympathiques. La série Dan Cooper, c'est un aviateur du journal Tintin, dans lequel vous avez Natacha, une jeune cosmonaute russe, qui, avec Dan Cooper et un Américain, iront sur la Lune. Vous avez, dans Bug Danny, apparaissent aussi des femmes pilotes, c'est de nouveau des soviétiques. Donc souvent, la femme égale de l'homme est considérée comme venant de l'Union soviétique. C'est traditionnel, ça commence à apparaître dans la série La Bête est morte de Calvo, qui est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale chez les animaux, dans lequel il transcrit toute la guerre avec des animaux, donc la résistance c'est une cigogne, l'américain c'est le bison, des choses comme ça, les Russes c'est des ours, ça c'est facile, et dans lequel vous avez, dans ce peuple russe, vous avez des femmes. Alors tout à l'heure on disait de la silhouette camionneur, c'est un peu ça, c'est des formes athlétiques avec des gros marteaux et qui tapent les tôles, parce qu'on est dans la sidérurgie et l'industrie lourde, en Russie c'est obligé, et qui vous tapent les tôles avec une force fantastique. Il n'y a que 3 images de tout l'album d'une femme, celle-là, et 2 images françaises, c'est des infirmières, c'est tout. Donc la femme accède à l'égalité par l'Union soviétique. Et puis, vous avez dans les voitures, dans les courses automobiles, il y aurait une évolution. Là, ça demande 1 heure de travail sur la série Vaillant, parce qu'il y a des jeunes femmes qui apparaissent. La première jeune femme épouse son frère. Lui, il rencontre une petite peste qu'il déteste, se retrouve dans 2 albums, il se rend compte qu'elle est devenue séduisante, mais elle se dispute avec lui, et ils finiront, bien entendu, par se marier et par avoir des enfants. Du coup, elle a été pilote, elle abandonne.
Et puis on voit apparaître des navigatrices, des femmes qui courent avec les hommes. Alors elles ironisent, nous sommes la tête et eux les muscles. Hein, donc sans nous, le pilote de rallye ne trouverait pas sa place. Mais elles sont quand même un peu subordonnées. Elles sont subordonnées. Et puis on voit apparaître des femmes qui rivalisent. Donc une qui est le personnage de Ruth, qui manque de gagner à Indianapolis, qui est le symbole de la course macho dans le monde automobile. Elle est seconde et vraiment de très très peu. Et dont le personnage de Steve Wasson va tomber amoureux. Mais cette jeune femme qui défie les hommes et qui se retrouve à leur niveau, alors honnêtement, je ne sais pas si c'est l'esprit de Gratton qui est allé vers ça ou si c'est le hasard, va changer de camp, va devenir leur opposé et va devenir complètement folle. Ensuite, il y a Julie Wood, créée par Gratton, qui fait des courses de moto, qui est l'héroïne, qui a sa série et qui est en passe de devenir une grande championne mondiale de la moto, tous sexes confondus, je dirais, de la moto. Mais elle rencontre les vaillants, alors là il y avait peut-être aussi des contraintes éditoriales, et Gratton va abandonner la série Julie Wood, l'intégrer dans la série Michel Vaillant. Elle va trouver que la moto est trop dangereuse, abandonner la moto pour faire de l'automobile, et dans les courses automobiles devient la coéquipière de Steve Wasson et reprend la place de seconde, alors qu'à un moment on pouvait penser qu'elle allait très haut. On pourrait penser Natacha, mais je crois qu'il va y avoir quelques... J'ai entendu, non ce matin qu'il y avait quelqu'un qui parlerait de Natacha. Non. Donc, sinon, Natacha, bien entendu, vous avez là aussi une héroïne, pour une fois, dans le journal Spirou, une série dont le titre emblématique, c'est la femme. Le Walter, qui est toujours en couple avec elle, a un rôle un peu plus ridicule et un peu plus subordonné, mais qui garde quand même assez certaines caractéristiques, je mets toujours entre guillemets, féminines. Elle se met en colère, elle tape du talon, comme sur l'île déserte, c'est elle qui est capable de trouver de la nourriture et de faire à manger. Donc il y a quand même des traditions. Il y a enfin le personnage de Yoko Tsuno, qui est peut-être plus révolutionnaire. Alors, parce qu'elle est japonaise, bien entendu. Je parle de l'époque des années 70. Elle est ingénieure électronicienne. Donc, à l'époque, en 70, on n'avait pas trop l'idée que c'était du domaine féminin, mais au Japon, on peut tout faire. Bon, donc, elle arrive, et c'est vraiment l'héroïne. C'est elle, c'est sa série. Il y a des personnages masculins, mais qui sont vraiment en second plan. On vit avec elle. Et donc, il y a une évolution. Quand même, quand elle retourne au Japon, elle reprend des attitudes plus soumises vis-à-vis de son père. Elle regrette de ne pas avoir eu d'enfant. Quand elle est en Europe, elle a un côté plus indépendant. Alors, je me suis amusé à trouver cette image. C'est dans la série Vaillant. C'est l'oncle de Vaillant qui se trouve à gauche. On est dans les années 80. Lui a une entreprise de transport. Il va se remarier avec la femme qui se trouve là, qui est Madame Douléac, où on a suivi un peu ses aventures dans l'histoire. Donc ils viennent de se marier et il devait prendre sa retraite et rester à la maison. Et puis tout d'un coup on lui dit non, tu ne peux pas, il faut que tu continues tes combats. Et donc sa femme va le pousser à reprendre du travail. Je ne veux pas t'avoir dans mes pattes à la maison. Et il y a sans même ce couplet. Benjamin, laisse-moi le plaisir d'attendre et d'accueillir tous les soirs mon mari. Tu sais très bien que notre moteur ne serait pas complet sans les transports, etc. Mais il y a eu quand même une tentative d'égalité, donc peut-être un petit peu forcée. Alors je dis un peu forcée dans cet équilibre. Alors c'est Joe Nuage et Kay McLeod. Il n'y a eu que deux aventures. Les scénarios étaient de Greg. Et vous avez, donc, on est dans une bande d'aventuriers américains qui ont été regroupés et qui jouent véritablement, équilibrent la symétrie. Ils sont au bras de fer et ils finissent par tétaniser. Il faut les sortir de l'eau parce qu'aucun n'a cané et au bout de 10 minutes, ils sont en train d'exploser. C'est l'égalité totale, mais vraiment forcée. Quand je vois la couverture, je pense... alors là, c'est entre deux hommes. Je pense au film Borsalino,
Je ne sais pas si vous voyez que le film Borsalino, c'était Belmondo et Delon, et dans le contrat, Belmondo, c'était Delon qui produisait. Et donc Belmondo avait exigé qu'ils aient exactement le même nombre de plans, le même nombre de premiers plans, le même nombre d'arrière-plans, le même nombre de faces, et toutes les séquences, on voit qu'ils sont obligés de... Et tu es là, je me mets là, et tu es là, je me mets là, toujours en symétrie, vraiment forcé, et pas quelque chose de naturel. Et puis on trouve, alors là, de façon plus développée et assez réelle, la série Les Panthères de Hédan dans le journal Tintin, où 3 jeunes filles vont monter à Paris, vont se réunir, partager un peu leur dèche, si vous voulez, et vivre des aventures. Et là, c'est à la fin du premier album. Elles sont aidées par un vieil acteur un peu sur le retour. Et vous le voyez, il leur dit « Vous allez faire les 3 mousquetaires, je serai votre plancher ». Et il est tout à fait marginalisé. Et ça va se continuer au fil de l'histoire. Dans les inversions de rôle, là j'aurais dû le mettre tout à l'heure, Calamity Jane inverse les stéréotypes. Lucky Luke se trouve en train de se baigner et n'ose pas sortir de l'eau. C'est une scène classique d'un western des années 50 qui a été aussi repris dans Les Tuniques Bleues. Et puis dans Jeannette Pointu de Westerlin, où vous avez une héroïne reporter qui emprunte pas mal à Tintin. On emprunte aux Incas, aux Yétis, à plusieurs hypothèses, plusieurs BD. Donc là aussi, c'est un homme qui est plutôt baroudeur, c'est le mercenaire complet, qui est dans la baignoire, et c'est elle qui vient et qui ironise un petit peu sur la situation et la pudeur de l'homme qui essaye de se dissimuler. En même temps, vous avez une révolutionnaire qui s'impose à coups de revolver en disant « Nous allons passer maintenant au vote démocratique ». Il y a peut-être un petit clin d'œil à Tintin au pays des soviets, où il y a la même situation, mais c'est que des hommes à ce niveau-là. Donc, une BD pour enfants, qui ne peut éviter une vision familiale, une société qui ne voit la femme que dans le couple, et certaines femmes dominatrices, comme dans Dubout, par exemple. Alors, je passe. Parce que je voudrais aborder quand même le passage de la sexualité. Alors là, j'ai emprunté quelques éléments à Benoît Peters, qui a écrit un gros livre sur les bijoux de la Castafiore. Je passe rapidement. Pour une fois, dans Tintin, vous avez une femme qui est en vedette. D'abord, elle est au centre de l'image, elle est au centre de la lumière, c'est elle qui est dans le titre, donc elle est mise en valeur, les bijoux de la Castafiore. Et dans l'histoire, on annonce le mariage, à tort d'ailleurs, mais enfin on annonce le mariage de la Castafiore dans Paris Flash. Et vous remarquez que Haddock, qui est terrorisé par la Castafiore, qui avait essayé de fuir, s'est cassé, enfin en réalité c'est une foulure, il se retrouve dans un petit fauteuil roulant. Et vous pourriez vous dire, je prends Fenêtre sur cour de Hitchcock, où Grace Kelly s'impose et lui, elle veut se marier avec le héros qui voudrait y échapper. Malheureusement, alors qu'il pensait être soigné, il se recasse la jambe et ça y est, elle le maintient et elle va l'obliger à se marier et à devenir popote. Vous pensez à Misery, où vous avez le livre de King et le film avec James Caan, dans lequel la redoutable infirmière qui a capturé le héros, qui a les jambes cassées, il va un peu mieux, elle lui recasse les 2 jambes pour le tenir à sa merci, et un western qui s'appelle Les Trois avec Clint Eastwood, dans lequel il représente un officier, je pense nordiste, qui se retrouve blessé dans un pensionnat de filles du Sud. Et il y a une personne, il va rendre amoureux un peu tout le monde, et vous avez celle qui dirige le pensionnat, qui est assez terrifiante, qui, pour le sauver de la gangrène, va quand même lui scier la jambe à la scie. Donc il y a de nouveau des images assez nettes. Beaucoup de sexualité a signalé Benoît Peters. On parle des bijoux, les bijoux indiscrets, on sait que c'est le sexe de la femme. Elle vous dit, mes bijoux, je les enferme dans ce tiroir, on voit le tiroir entrouvert. Vous avez la clé que je vais mettre dans le vase. Bon, c'est toutes des images classiques au XVIIe, XVIIIe siècle. Le tiroir entrouvert, la clé, la serrure sont toujours des symboles féminins et de sexualité féminine. On peut signaler que Castafiore, la fleur, Bianca, la fleur blanche,
Là, on prend une rose rouge et met la rose sous le nez de Haddock qui du coup se gonfle et devient tout rouge. Bon, donc Benoît Peeters a quand même fait pas mal de clins d'œil là-dessus. Le pouvoir, ça je viens de le dire. Et la castration symbolique, le perroquet qui mord le doigt de Haddock, la petite fille qui mord la main de Haddock, et surtout l'image du perroquet, qui est visiblement la Castafiore, d'où la Castrafiore, dit Benoît Peeters. Et au passage, en général, les gens ne l'ont jamais remarqué et l'ont toujours oublié, c'est que vous avez Haddock tout nu, rouge de honte, dans l'assistance, même dans son rêve. Et quand on dit, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a Haddock tout nu dans une BD de Tintin, en général, personne ne l'a vu. Et il y est. C'est vrai. Le rouge de honte l'explicite. Non, pardon, je suis... Ah, bon, je passe. Et moins connu, donc pour compléter un petit peu, alors c'est juste pour la réflexion. Vous avez, à ses débuts, Tintin, donc on est en 1930, a fait une BD où il présentait un jeune couple, un couple de jeunes mariés qui part au Far West. Très gentil, et c'était tout à fait pour enfants. Et ça s'appelle Popol et Virginie au pays des Lapinos. Et je dois avoir un mauvais esprit, j'en ai honte, je rougis devant vous, etc. Mais Docteur Popol, c'est un film de Chabrol avec Belmondo où c'était vraiment axé sur ce que ça veut dire. Bon, Virginie la Vierge, c'est net. Les lapins, c'est un classique. Et quand vous avez cette image, je me dis toujours, ils avaient, avec son équipe, Hergé avait 22, 23 ans à cette époque. Je me dis que c'est pas possible, ils avaient envie de rigoler et de s'amuser et qu'il n'y a aucune censure qui s'en est rendu compte. C'est pas possible qu'ils aient fait ça sans une petite idée derrière la tête qui, à l'époque d'ailleurs, n'a jamais été remarqué. C'est passé, ça a été réédité sans aucun problème. Je rappelle que Hitchcock s'est toujours vanté d'avoir trompé la censure américaine en disant avec une censure magistrale, j'ai quand même présenté une scène de sexe, de pénétration sexuelle dans mon film. Bon, tout le monde s'étrangle en disant comment diable. Il dit regardez la mort aux trousses. Il la sauve en la récupérant sur les monts Rochemort. Une coupure et on les retrouve dans un wagon-lit. Il la met à côté de lui et on se rend compte qu'ils se sont mariés dans l'intervalle. Et à ce moment-là, ils sont tous les deux sur le lit et la caméra change, passe à l'extérieur, le train rentre dans un tunnel. Et Hitchcock l'a nommément été plié en deux en disant je les ai eus. Bon. Mais, alors, je m'amuse un petit peu, mais quand même, un petit détail. Dans l'histoire, il y a de la sexualité, l'enlèvement, l'Indien qui enlève la jeune fille, le bandit qui enlève la jeune femme, enfin la jeune femme d'ailleurs, elle est mariée. Donc un jeune enfant, un tout jeune enfant, c'est pour les 8-10 ans, s'habitue un petit peu à l'enlèvement presque naturel de la femme, qui la conduit à être torturée ou quand fait le bandit, tu nettoies les bottes et tu fais le ménage. Donc la femme ramenée de force au foyer. On peut hésiter. D'un côté, c'est le stéréotype. De l'autre côté, c'est le méchant. Ce n'est pas le héros. Et donc on peut se dire, c'est au contraire une dénonciation. C'est toujours difficile d'interpréter les choses. Par contre, si j'élargis le cap, ces images de la femme enlevée, la femme attachée, etc., je me dis, mais il y a aussi une cohérence avec les côtés adultes dans la littérature érotique de l'époque. Vous avez ce type d'enlèvement dans une affiche de propagande anti-nazie qui montre comment les nazis ravalent la femme à nettoyer les bottes de l'homme supérieur. Vous avez aussi ces images qui se mélangent. Et pour finir, petit passage en BD adulte. C'est gigantesque, donc je suis allé vite. Dans les années 60, vous avez les éditions Losfeld qui ont sorti une dizaine d'albums pour adultes. Le premier a été Barbarella, qui est le plus célèbre.
dans lequel vous avez une héroïne célèbre, Pravda la survireuse. C'est toutes des héroïnes. Toutes ces héroïnes ont été présentées comme des femmes libérées. Qu'est-ce qu'elles font? Elles tuent, elles étranglent, et l'homme au visage tout blanc, elle en est amoureuse. Donc elle tue son amour parce que Pravda est libre, Pravda est seule. Donc elle préfère tuer son amour plutôt que de rester avec lui. Je montre Saga de Xam, les combats. Époxy, c'est une petite fille dans le monde grec qui est entraînée à tuer les hommes. Vous avez Jodel, vous avez Scarlet Dream, vous avez Barbarella. Partout, les femmes vont tuer les hommes. Et de nouveau, image de castration. Jodel affronte un énorme costaud qui veut s'accoupler avec elle, lui dit-il. Elle se bat avec lui enfonce le bras dans de l'eau, qui est de l'eau fondante, et il se retrouve cette fois-ci sans bras. Tout à l'heure c'était sans jambes, c'était cette fois-ci sans bras. Et ces femmes dangereuses, oui. Je suis navrée de vous interrompre, il faudrait vraiment... D'accord, oui. Voilà. Et ces images vont amener vers une image de femme homosexuelle. Donc je passe sur... Voilà. Donc, je finis de cette façon. Alors simplement, j'avais une phrase à dire en conclusion, qui est le problème de la permanence. C'est-à-dire, d'un côté, on peut se dire, c'est des BD anciennes, c'est une époque. Mais pour certaines d'entre elles, il y en a quelques-unes qui ont disparu. Mais quand vous avez du Lucky Luke, du Astérix, du RG qui se maintiennent, qui sont toujours lus, on peut se dire, est-ce que ces stéréotypes ont vieilli ou est-ce qu'ils continuent à avoir du succès parce qu'il y a des gens qui se raccrochent à ces stéréotypes et qui sont contents de les retrouver, de les faire durer. Et donc là, il y a un problème avec ce côté un petit peu increvable de la BD. Je crois que la BD, par rapport à la littérature au cinéma, a quand même cette capacité. Des BD d'il y a 50, 60 ans peuvent être lus au premier degré temporel. Un jeune lit un Tintin et le voit comme étant une création. Et vous avez là un problème. Voilà, j'arrête là. Ouais, 3 minutes pour les questions. D'accord. Une ou deux questions, mais pas plus. Non, ça va? Oui, pardon. C'est pour faire le lien avec cet après-midi, en fait. Oui. Natacha Sécotine, justement, ce qui était intéressant, c'est que JC Devenet qui avait mené... Ah ben voilà, oui, c'est pour ça, je vous ai dit, Natacha, je réagissais, il me semblait avoir entendu qu'il y aurait quelque chose. L'idée de son exposition, c'est quasiment d'inverser le sexe des héros de bande dessinée. Donc ça donnait Natacha et le Maharaja, son Nobisho et le Miriji, par exemple. Oui, voilà, d'accord. Ça allait vraiment dans le sens de l'idée qu'on avait effectivement des personnages féminins qui étaient intéressants, mais qui, à la fois, reconduisaient aussi des stéréotypes, genre comme Natacha, ou parfois pouvaient être un peu absents quand même des aventures, même quand c'était intéressant comme Sécotine. D'accord. Et là, juste pour finir, puisqu'il y a peut-être encore une minute, c'est de montrer une image absolument pas stéréotypée, je dirais, qui interpelle. Vous avez, c'est la série Simon du Fleuve, qui était dans le journal Tintin. Cet album, Maïlis, n'a pas été publié dans le journal, qu'il a trouvé trop choquant. Vous avez le héros qui est amoureux d'une femme donc, qui s'appelle Maïlis. On est dans un récit post-atomique. Elle est capturée dans une ancienne usine atomique où il y a des gens irradiés, monstrueux, qui la capturent et qui vont la sacrifier. Elle hurle, je vous en supplie, au secours, au secours. Elle va crier, elle ne sait pas qu'il est là quand même, mais elle va crier Simon, et lui est là, il l'entend, assez par pitié, il se bouche les oreilles, et il dit, désolé Maïlis, je ne pouvais pas intervenir, il m'aurait tué aussi, et il la laisse mourir. Après tout, c'est ça l'égalité, on va dire, là, il n'y a pas de... on ne traite pas la femme d'une façon particulière, c'est chacun pour soi. C'est très spécial à ce niveau-là.